Alors, Éric Giacometti, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir, eh ben, hop, je monte directement La Relique du Chaos, donc le dernier tome en date de la saga du Soleil Noir, et j'ai cru entendre dire qu'il y aurait éventuellement une nouvelle trilogie, une suite. Oui, en fait, La Relique du Chaos fait partie d'une trilogie du Soleil Noir. Mhm, On explore un peu les liens entre ésotérisme et nazisme, mhm. donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va aborder celle du Soleil Rouge. On va continuer pendant la guerre sur d'autres aspects qui commencent à être abordés dans le dernier, en particulier le lien entre communisme et ésotérisme, qu'on sait peu. Il faut savoir par exemple que Staline était fasciné par les sciences paranormales, alors que c'était un type extrêmement méthodique, matérialiste, marxiste, Mm. mais il avait deux voyants à sa disposition, par exemple. Mm. Ben justement, c'est une question que je voulais vous poser. Où est-ce que vous avez trouvé cette info? Parce que c'est quelque chose qu'on sait très peu. Alors, on sait que le nazisme avait des Ouais. accointances avec l'ésotérisme, le stalinisme beaucoup moins. Où est-ce qu'on tombe sur ce genre Ah, d'infos? alors nous, notre particularité avec Jacques Ravenne, c'est qu'on se documente énormément, on part d'une idée de base et on va partir tous azimuts pour voir ce qu'on peut récolter. Mm. Donc on lit, on rencontre des gens qui connaissent le sujet, et cette histoire d'ésotérisme et communisme est venue en fait de quelque chose qui est peu connu, mais vraiment peu connu. Quand la famille impériale des Romanov se fait assassiner en 18, on a retrouvé quelques années plus tard le journal intime de l'impératrice Alexandra. Mm. Et sur la couverture de ce journal intime, il y avait une croix gammée. Alors à l'époque, la croix gammée nazie n'existait pas, c'était la swastika. Mm. Et on a découvert que dans la maison dans laquelle la famille impériale a été assassinée, l'impératrice gravait des swastikas sur les boiseries. Bon. Et à partir de là, on découvre ça, et puis on s'aperçoit qu'en fait, des gens à l'intérieur du système communiste étaient fascinés par tout ce qui était ésotérisme. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux, en particulier des dirigeants du NKVD, qui étaient l'ancêtre du KGB, étaient persuadés qu'il existait une civilisation ancestrale qui pratiquait le communisme originel, avec un grand chef, Mm. des gens qui étaient égaux, pas de classe sociale, et c'était les mythes de Shambhala, de l'Agartha et tout. Et ils ont envoyé aussi des expéditions pour trouver ça. Et on se retrouve avec des communistes hyper matérialistes qui croient parfois aux mêmes choses que ces nazis qui étaient complètement délirants sur une partie de ce mysticisme nazi. Mhm. Et notamment Himmler, justement, Oui, avec... Alors, ma copine est allemande, je lui ai demandé comment ça se prononçait, parce que j'ai passé tout le bouquin ouais. à Annenheim. Alors, elle m'a dit Annenherbe. Anon Herb, Voilà, d'accord. la prononciation. Et donc ça, c'est fou aussi. Pareil, est-ce que c'est très documenté? Est-ce qu'on sait... donc les travaux de L'Annenherbe, Oui. c'est quelque chose qui... Quelle est la part d'imagination dans votre roman par rapport à tout ça? Est-ce que c'est des vraies recherches qui ont vraiment eu lieu Alors, nous sommes des auteurs de thrillers, de Mm. fiction, d'imaginaire. Mm. Notre boulot, c'est d'inventer. En revanche, on s'appuie sur des faits historiques. Et cette partie-là, l'Annenherbe, Mm. a été créée sous l'égide d'Himmler et des SS pour faire des recherches scientifiques. Alors, ça part, c'est avec l'archéologie. Il fallait retrouver les traces d'une civilisation hypothétique aryenne bien avant les civilisations antiques, Mm. grecques, égyptiennes ou romaines. Bon. Et ils étaient persuadés que cette civilisation aryenne venait du Grand Nord, de l'Hyperborée, du continent un peu genre l'Atlantide des Aryens. Et évidemment, maintenant on trouve ça délirant, c'est du fait qu'à l'époque ils y croyaient. Et c'était un institut scientifique, il n'y avait que des scientifiques. Et progressivement, ils sont allés s'intéresser à des choses plus ésotériques. Ils sont allés chercher le Graal, ils sont allés chercher l'arche de Noé, pas l'arche d'Alliance. Mm. Ça, c'est Indiana Jones. Mm. Et donc, on a eu des expéditions. La guerre est arrivée, terminée, mais ils ont continué. Ils voulaient aller aux Canaries pour essayer de trouver l'Atlantide. Et progressivement, à partir de 1943, ce qui était des recherches un peu ésotérico-folkloriques va basculer dans l'horreur. Et là, c'est la Nerveux qui va faire les expériences dans les camps médicaux et ces expériences atroces dans les camps de concentration. Mm. Donc c'est à la fois quelque chose de fascinant parce qu'on se dit comment ces nazis qui dominaient l'Europe, qui étaient aussi des gens très matérialistes, Mm. pouvaient aussi, certains, pas tous, hein, croire à des théories délirantes. Mais Himmler, vous me parliez d'Himmler Mm. par exemple, était persuadé d'être la réincarnation d'un empereur, d'un roi allemand des années, je crois, du XIIIe siècle, du XIVe siècle. Oui, c'est effrayant. En même Il temps, avait ça... par exemple un commando SS qui s'appelait Exen-Kommando, qui était le commando des sorcières. Le but était de récupérer dans toute l'Europe tous les livres sur la sorcellerie. C'était leur boulot. Ouais, ouais, mais Et c'est ils l'ont fou. fait, ils en ont trouvé 13 000. Et il y a
4 ans, on a redécouvert ce stock de livres occultes dans une cachette de la bibliothèque de Prague. Je crois que c'est votre premier roman historique, il me semble. Normalement, c'est plutôt Oui, contemporain. contemporain historique, enfin, c'est Oui, enfin, mais en tout mais cas, là, oui, avec vraiment tout se passe, en l'occurrence pour celui-là, en 1942. Comment on travaille, comment on fait ses recherches? Est-ce que le travail d'écriture est différent? Parce que c'est pas pareil de décrire un monde contemporain qu'on voit tous les jours et de se plonger dans les années 40. Donc, vous travaillez à partir d'images, vous travaillez à partir de quel genre d'archives? Comment ça se passe? Alors, traditionnellement, dans notre série d'Antoine Marcas, Mm. les francs-maçons, on a une partie contemporaine que j'écris et une partie historique que Mm. Jacques écrit. Donc là, Jacques, c'est un peu son habitude, de se plonger dans une autre époque. Moi, cette fois-ci, j'ai écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous êtes un homme d'image. Mm. Moi, j'ai une culture cinématographique, donc je me suis replongé dans les films Mm. de cette époque. Mm. Ça a été mon premier recontact pour me mettre dans l'ambiance. Ensuite, les films de fiction qui traitent de cette époque. Ça peut être le dernier métro, ça peut être, ça peut être le jour le plus long, peu importe. Voilà, on est dans l'ambiance. Et ensuite, des images d'archives, où là, on va aller un peu plus à s'immerger. Et ensuite, après, bah, lire des livres. Voilà, il faut lire des livres d'historiens, Mm. si possible, des historiens sérieux. Mm. Parce que autant nous, on imagine, mais après, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mm. Antoine Marcas, Tristan Marcas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que par hasard, est-ce qu'ils pourraient être de la même famille ou est-ce que c'est un hasard complet, ils ont le même nom de famille? Alors en fait, ce qu'on a fait au début, on voulait que cette trilogie ait un sens par rapport à l'univers d'Antoine Marcas, ce héros contemporain. Oui, c'est la même famille, ils ont le même nom. Alors Tristan Marcas, trafiquant d'objets d'art, qui va être embauché par les Allemands, qui joue double jeu, qui travaille aussi pour les Anglais. Marcas, lui, Antoine Marcas, des décennies plus tard, qui lui est un héros beaucoup plus lumineux, on va dire. Donc oui, on balade notre lecteur, on lui donne des indices. En fait, nous, avec nos lecteurs, on essaie de créer un univers proactif, c'est-à-dire qu'on vous donne des indices, à vous d'essayer de trouver, et au fur et à mesure de la trilogie, on va vous en donner d'autres. Et dans le dernier, on donne un autre. Pour vous la faire courte, au début, on dit que notre héros s'appelle Tristan Marcas, à la fin des bouquins, donc tout le monde se dit c'est le grand-père ou le père. Et à la fin du dernier, on vous donne un autre indice, pour vous dire, attendez, nous, notre boulot, c'est de vous surprendre. Si on vous fait le coup, c'est le grand-père, vous allez vous dire, ils ne sont pas très créatifs. Ouais. Donc, non, c'est autre chose. Et alors, justement, vous parliez d'imaginaire et vous faites partie de la Ligue de l'imaginaire. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez nous parler un tout petit peu? On en parlait là tout à l'heure avant de démarrer la caméra. Le paysage littéraire français ne regorge pas de livres sur la piraterie, ou de romans fantastiques, etc. Il y en a, hein, évidemment. Ouais. Et donc vous, c'est un peu votre combat en tout cas. C'est quelque chose que vous essayez de rendre plus populaire peut-être, ou de mieux faire connaître, ou de donner ses lettres de noblesse, ou... Ni l'un ni l'autre. Je suis beaucoup trop enflammé. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu, on se croisait dans les salons du livre, et on avait une particularité, on avait à peu près le même univers, c'est-à-dire on y parle de lecture, par exemple, j'adore Stephen King, vous avez des gens comme Chatham qui adore Stephen King, vous avez des gens comme Werber qui est dans un univers de SF et tout, donc on a appris un peu à se connaître, et on s'est aperçu que nos univers nous rapprochaient un petit peu. Alors ce qu'on écrit n'a rien à voir, moi avec un Franquier ou un Minier, c'est pas du tout le même univers. Mais pourtant, on a une vision, je pense, de la littérature qui est c'est une littérature qui repose sur l'intrigue énormément. Ce n'est pas nombriliste. On est là pour. Enfin, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, je ne sais pas pour les autres. Mais moi, je suis là vraiment pour que le lecteur puisse se saisir du livre et plonge dans un univers qui n'est pas celui dans lequel il évolue habituellement. C'est-à-dire, on le sort. Moi, je le sors du quotidien, le lecteur ou la lectrice. Et avec toute l'humilité, parce que c'est de la lecture à la fois de divertissement, mais que ce soit sérieux. Moi, je m'inscris plus dans une littérature anglo-saxonne que dans cette littérature française. On va arriver à la rentrée littéraire. Nous, on ne joue pas dans la même cour. On ne va jamais concourir pour le Goncourt ou le Renaudot. Voilà, donc c'est vraiment un autre univers qui a ses codes et qui a ses grandes plumes, ses grands talents. Et il se trouve que dans la Ligue de l'imaginaire, on a quand même des gens comme Werber, comme Lovenbruck, comme... d'autres comme Olivier Descos, David Cara, enfin plein d'autres, et c'est ça qui est fascinant. On se voit moins qu'avant, mais c'est fun. Et en fait, je suis un peu bavard, mais je m'aperçois que le métier d'écrivain, moi avant j'étais journaliste, je travaillais dans des rédactions, et le métier d'écrivain c'est très solitaire. Vous faites quoi? Vous passez votre temps à écrire, vous êtes chez vous,
Et ensuite, vous voyez les gens pour les dédicaces et pour les salons du livre. Et les auteurs ne se voient jamais entre eux, en dehors. Il n'existe pas de club d'auteurs où vous pouvez voir pour parler boulot, pour dire, par exemple, moi j'ai eu une discussion extraordinaire avec Bernard Werber, on parlait sur la construction des fins de chapitre, ce qu'on appelle un cliffhanger, un rebondissement. On a passé 2 heures là-dessus, par exemple, et ça c'est fascinant. En France, ça ne se fait pas, curieusement. Parce que quand vous êtes en promo, vous parlez de votre bouquin. Quand vous êtes à Salon du Livre, vous dédicacez, vous êtes là, bonjour, vous dédicacez, vous avez l'autre auteur à côté, vous sympathisez, mais vous parlez jamais boulot. Alors dans tous les autres métiers, oui, moi j'étais journaliste, il y avait un club de la presse, on parlait, voilà. Et je pense que ça devrait s'étendre. L'idée, ce serait que, je peux peut-être en profiter, c'est qu'à terme, au-delà de l'imaginaire, mais qu'il puisse y avoir une création d'un sorte de cercle d'auteurs où on puisse échanger sur nos expériences. Mais c'est intéressant, ça faisait partie des questions que je voulais vous poser, justement, je voulais parler un peu boutique, avec toutes ces questions-là, vous donnez l'exemple sur les fins de chapitre, mais est-ce que vous travaillez, donc toutes les questions, et en plus ce qui fascine les lecteurs, c'est vous travaillez où, vous travaillez quand, est-ce que vous faites un plan, comment, est-ce que vous avez un nombre de mots ou d'heures quotidiennes que vous devez achever quotidiennement, comment ça se passe? Moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Alors pour nous, avec Jacques... et notamment, oui, justement, l'écriture à 4 mains en particulier. On se met d'accord sur la thématique. Voilà. Ça, c'est hyper important. Bon, là, on parle on est sur ésotérisme et nazisme, Seconde Guerre mondiale. Il se trouve qu'on avait tourné un documentaire pour France 5 sur une partie de cette thématique, donc on avait récupéré des matériaux. On s'est dit, on va en faire une trilogie. Ensuite, on va passer beaucoup de temps à se documenter, on va chercher, on rassemble, et là, il y a un travail, une sorte d'alchimie, on va se dire, voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on éjecte, et on va bâtir un plan, un peu comme un scénario de film. Une fois que vous avez ce plan, et ça peut demander du temps, chacun va se partager des lignes de narration, mais on va se laisser la possibilité, au fur et à mesure de l'écriture, de modifier, de changer. Parce qu'entre le moment où vous concevez un plan et le moment où vous écrivez, vos personnages prennent de l'importance dans votre esprit. Et tout d'un coup, un personnage que vous voyez comme mineur devient beaucoup plus important. Donc, vous devez changer la structure narrative. Et là, on se dit, en gros, on travaille sur 4 parties d'un bouquin. On finit la première partie, on voit si ça colle. On se dit, ah tiens, on va peut-être prendre une inflexion sur la gauche, sur la droite. Et au final, on arrivera. En revanche, on connaît toujours la fin. On ne part jamais sur un bouquin sans connaître la fin. Un bon polar ou un bon thriller, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous devez connaître qui est le coupable, vous devez connaître... Nous, c'est des recherches de secrets. Vous devez connaître quel est le secret final. Vous ne vous dites pas la moitié du bouquin et au fait... qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver quoi, en fait, ce héros? Mais c'est pareil, moi je suis aussi scénariste de BD pour l'Argo Winch. Un scénario de BD, c'est vous construisez un scénario de BD, alors qui est beaucoup plus court, mais vous devez vous raisonnez en termes de plans séquences comme ça. Donc c'est très visuel. Et en fait, je m'aperçois que dans nos bouquins, on est aussi très visuel. On réfléchit beaucoup à des scènes. Alors, je vais peut-être faire un aparté un peu prétentieux. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, on ne présente plus. Il y a quelques années, j'ai vu un documentaire sur lui et il parlait, le type qui parlait de Kubrick disait qu'il avait une théorie, la théorie des insubmersibles. Et ça, c'est fascinant. Il disait en gros, quand vous voyez un film de Kubrick, quel que soit le film, à la rigueur, l'intrigue, vous vous en souvenez plus, mais vous vous souviendrez toute votre vie de scènes fortes. Vous prenez 2001, l'Odyssée de l'espace, vous avez le monolithe. Vous prenez Orange Mécanique, vous voyez le type qui se fait écarter les yeux. Vous voyez Eyes Wide Shut, c'est la scène de Société secrète et tout. Et Kubrick disait, je ne veux pas dire de bêtises, disait s'il y a 5 ou 6 scènes insubmersibles dans chacun de mes films, et qu'on s'en souvienne 20 ans plus tard, j'ai gagné mon pari. C'est intéressant. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que bien souvent, on oublie un peu la trame narrative. Si on demande à, on va dire, hormis les spécialistes qui vont étudier sur le cinéma ou sur les bouquins, finalement, ce qu'il en reste au lecteur ou au spectateur pour un film, ça va être des sensations. Il y a cette scène où, ah oui, mais ça se passe dans cet univers, ou c'est le bouquin qui se passe dans ce lieu-là, ou qui parle de cuisine, et on oublie complètement, mais tu te rappelles pas qu'à la fin, le père, en fait, c'était, je sais pas quoi. Et en même temps, c'est pourtant ça qui fait tenir le récit, c'est tous ces rebondissements, tous ces trucs où il y a un vrai plaisir de lecture, et en même temps, on oublie. C'est plus, effectivement... Alors là, en l'occurrence, les exemples que vous avez donnés sur Kubrick, c'est des trucs très visuels, et par exemple, pour un bouquin, moi, je trouve c'est plus... une sensation, un univers, de se dire ah oui c'est
justement telle époque, dans les grandes plaines du sud Oui, des voilà, États-Unis. l'univers, la reine, ce qu'on appelle Exactement, la la reine reine, du récit. Ouais. exactement. Mais vous savez, ça va même plus loin, c'est-à-dire au-delà de Kubrick, parce que je me suis intéressé à ça. Et en fait, j'avais lu un autre, alors je me souviens plus du nom malheureusement de cet auteur, qui avait analysé ça, disséqué. Il disait, mais en fait, c'est à l'image de nos vies. Quand vous vous souvenez de vos souvenirs, On n'a pas tout. vous n'avez pas tout, mais vous avez des scènes fortes Ah, ouais. qui vous marquent depuis votre enfance. Mm. Moi, je peux me souvenir d'une scène qui m'est arrivée, de quelque chose que j'ai vécu à 11 ans, très précis, Mm. qui va durer 2 minutes, mais ce que ça m'a marqué comme vous aussi, je suppose. Oui, c'est ça, en fait, je crois que C'est c'est les vos, charges émotionnelles voilà, qui font que... voilà. C'est vos insubmersibles à vous. Ah, c'est intéressant. Et les gens qui nous regardent et tout, pensez, quand vous repensez à votre vie, vous allez voir, c'est une succession de scènes insubmersibles. Mm. Elles seront gravées jusqu'à la fin de votre vie. Mm. Et dans un bouquin, nous, si on arrive à mettre quelques insubmersibles comme ça, on a Mm. remporté notre pari. Alors j'avais lu justement le dernier... alors, il me semble que c'est le dernier... normalement c'est en diptyque, les Largo Winch. Bien sûr. Et celui, vous en avez fait un, et le deuxième est sorti déjà? Voilà, il est sorti. Ah, je l'ai raté. Ah, Non, ah bah voilà, c'est parce que l'année vous dernière, serez j'étais pas là. puni. Mais j'avais lu sur le premier, ce bouquin, le double album, où Oui. en l'occurrence le dessinateur Philippe Franck. explique tout justement Oui. case par case, et j'avais trouvé ça fascinant. Il y a vraiment, et j'imagine c'est exactement pareil, bah, c'est ce que vous disiez à l'écriture, c'est qu'en fait, bon, faut réfléchir planche par planche, mais il faut presque décrire case par case. Enfin, c'est même pas presque, il faut décrire case par case. Alors oui, vous décrivez case par case, mais après le dessinateur va s'en emparer. Ouais. Il va faire, par exemple sur l'Argo, j'avais fait une scène, une course-poursuite devant une pyramide du Yucatan, vous savez, ces magnifiques pyramides, Mm. et il a transformé ça, il y a beaucoup moins de cases, mais ça explose, Mm, ça je me envahit rappelle. tout, voilà. Et ça, voilà, ça fait partie d'un des insubmersibles. Quand on parle de cet album, on dit, ah oui, la course-poursuite au Mm. Mexique, avec l'avion qui passe, et Mm. les altermondialistes avec des machettes. Bon bah voilà, c'est Paris gagné. Mm. Mais je pense que c'est même fascinant parce que vous vous dites que vous, en tant que lecteur, par exemple, vous vous projetez aussi dans ces scènes. Donc, qu'est-ce que vous allez en tirer? En quoi ça va vous influencer? Est-ce que ça vous transporte, ça vous aide, ou est-ce que ça va vous changer? D'où le fait de bouquins. Vous lisez, on a tous nos bouquins fétiches. On se Mm. dit, ça m'a marqué dans ma vie. Ouais. Voilà. Ça rentre en résonance. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est les vrais chocs esthétiques. Effectivement, ça peut être une image, ça peut être parfois une citation, enfin une phrase où on se dit putain, j'ai pensé ça toute ma vie, j'ai jamais vu Bien aussi sûr. bien exprimé. Et je crois que ma dernière question, justement, Oui. c'est un conseil pour les écrivains en herbe, ou Ah. voilà. Est-ce que il y a quelque chose que vous auriez voulu qu'on vous dise plus jeune, ou est-ce que il y a eu un déclic? Enfin, si quelqu'un veut se lancer dans l'écriture, quel serait le conseil que vous pourriez lui donner? Je dirais c'est la phrase de Brassens, c'est 10% de talent et 90% de travail. Quand on voit les auteurs dont c'est le métier, je parle, puisque moi c'est mon métier, donc j'en vis, c'est professionnel, et tous mes amis dont c'est le métier, on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi j'aurais tendance à dire, vous voulez écrire, vous avez raison, parce que vous ne pouvez pas être à l'abri du succès. Alors, très sincèrement, tous les gens qui écrivent, à un moment donné, pourquoi certains réussissent, d'autres pas, on n'en sait rien. Mm. Si ce n'est que ça rentre en résonance avec vos lecteurs. Donc, allez-y, lancez-vous. 2, mais surtout, avant, c'est comme si vous voulez conduire sur la route, vous passez le permis. Passer le permis, c'est quoi? C'est apprendre le b.a.-ba. Le b.a.-ba en matière de grammaire et d'orthographe, savoir écrire, et s'intéresser à la construction des romans. Mm. Hyper important. On ne part pas sur un roman, sur une idée, on se laisse porter. Oui, les génies le font. C'est vrai. C'est vrai, il y a des génies, sur une idée ils partent. Mais le monde n'est pas fait que de génies. Donc après, il y a énormément de travail. Ça n'empêche pas, le travail influence évidemment et ne bride pas la créativité. Bien au contraire, la créativité peut exploser parce que vous maîtrisez ces outils. Donc là, c'est aussi lire les livres que vous aimez. Vous voulez écrire comme Stephen King, il faut lire du Stephen King. Mm. Vous voulez écrire comme le prochain prix Goncourt, lisez du Goncourt. Mais ne vous lancez pas en disant moi aussi je peux le faire parce que je sais lire, je sais écrire. Ça marche pas comme ça. Mm. Et dernier point, faites attention. Vous voulez écrire pourquoi? Vous voulez écrire pour en faire votre métier, vous voulez écrire pour vous parce que c'est une thérapie. Et très souvent les gens écrivent pour des thérapies. Ils disent voilà, j'ai quelque chose à délivrer, ça doit sortir de mes tripes, mais après je m'en fous si ça intéresse les gens. Ok, pourquoi pas. Et vous peut-être vous dire, écoutez, moi ce que j'aime un univers, comme nous on aime l'univers ésotérico-historique,
On veut le faire partager au lecteur. Mm. Et ben, si vous aimez un livre, n'hésitez pas, allez-y. Parce que c'est du plaisir. L'aventure, c'est du plaisir. Vous savez, il y a des écrivains qui écrivent dans la souffrance et ceux qui écrivent dans le plaisir. Nous, on est dans la deuxième catégorie. Et dernière question, sûr. la suite, le prochain livre, du coup, il sort quand? Est-ce que vous travaillez déjà dessus? Oui, il va sortir l'année prochaine, courant juin. Donc on reprend les mêmes personnages, mais avec une autre quête. Là, c'est une quête de symbole de svastika sacrée. Il y en avait 4. On va pas faire la 5e svastika, la 6e et la 7e. C'est quand même ridicule. Non, on est sur d'autres choses, d'autres thématiques, mais qui sont toujours dans nos univers. Cet univers ésotérique, vous savez, cet univers historico-ésotérique, c'est à la fois un mélange, pour nous, c'est le mélange, je ne sais plus quel journaliste disait, c'est de l'Indiana Jones et de John le Carré. Voilà, et ça c'est très bien trouvé. Il y a ce côté, on est embarqué dans les aventures, on sait que c'est pas vrai, mais de l'autre côté, il y a une partie qui est vraie. Ouais. Et nous, quand on a des lecteurs qui nous disent, attendez, on a découvert ça dans le dernier bouquin, là, par exemple, on parle de cette histoire de communisme et ésotérisme, il y a quelque chose qui va se passer sur une île où on voit les Allemands faire des recherches mais absolument dingues sur des trucs qui vous paraissent... C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Alors, vous me posiez la question au début sur nazisme et ésotérisme. Les universitaires, en particulier les universitaires français et américains, se sont penchés là-dessus. Et maintenant, on a des bons matériaux. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu, on tombait dans le conspirationnisme. Ouais. C'est le grand n'importe quoi. Limite, je crois que j'ai vu passer des trucs sur les nazis avaient inventé les soucoupes volantes, étaient réfugiés dans une base. J'ai vu ça aussi. Là c'est le grand délire. Ouais. En revanche, oui, c'est vrai, ils faisaient des recherches ésotériques très pointues. Alors, c'était une partie, c'était pas Hitler, c'était Himmler. Et dans le même temps, il était dans l'horreur avec les camps de concentration, et dans le même temps, il se faisait tirer des thèmes astrologiques. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ouais, Ça nous paraît incroyable, mais voilà. Ouais. Donc oui, maintenant, c'est étudié. Les premiers qui ont fait ça en France, c'était le Matin des magiciens, pour Wells et Bergier, mais qui ont été vraiment attaqués, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait véridiques. Maintenant, on arrive à un peu plus de maturité, et c'est un angle. Voilà, le nazisme, contrairement aux conspirations, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de matérialiste, de raciste, de politique. Mais vous savez, comme un arbre, vous avez des racines, et dans ces racines du mal, vous avez une des racines qui est ésotérique, clairement. Bon, bah ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci.